Comme chaque jeudi, j'aidais Mémé à remonter la brouette chargée de linge. En attendant qu'elle finisse, je tuais le temps en dégommant quelques ennemis imaginaires à la surface de l'eau. Quand soudain... Cette première rencontre m'a bouleversé pour toujours. Cette vision presque irréelle a provoqué en moi tellement d'émotions que je me suis mis à rêver. À rêver d'une rivière idyllique. Une rivière luxuriante et peuplée d'animaux remarquables qui évolueraient dans un environnement préservé. Une fois adulte, j'ai observé qu'aucune rivière sur tout son cours ne correspondait à cette vision que certains qualifieront d'utopique. Mais peu m'importe. J'ai donc décidé de créer ma propre rivière avec des bouts de cours d'eau, différents mais bien réels. Ces tronçons sont comme les parties manquantes à l'ADN de cette rivière imaginaire, à laquelle ils donnent vie. C'est cette fabuleuse aventure que je vous invite à partager. Le soleil printanier a commencé son travail de sape. Goutte après goutte, l'eau de fonte entame sa descente. C'est ici que la rivière de mes rêves prend vie. Fièrement dressé au cœur des Pyrénées-Atlantiques, le pic d'Ani se libère de la neige qu'il a endossée durant l'hiver. En contrebas des hauts sommets, le Lapiaz de la Pierre Saint-Martin. L'eau de fonte chargée en gaz carbonique attaque sa roche calcaire et forme de petites rigoles jusqu'à trouver une faille et s'y infiltrer. De là naît la rivière souterraine. Je suis fasciné de voir cette simple goutte déposer le calcaire dont elle s'est chargée en traversant la roche. Un goutte à goutte ininterrompu depuis des millions d'années. La plupart d'entre elles convergent vers la cascade de la grotte de la Verna. En période de forte pluie associée à la fonte des neiges, le débit de cette rivière souterraine peut atteindre 27 000 litres par seconde. Telle une naissance, cette concentration d'énergie ne demande qu'à s'exprimer et voir le jour. Cette eau jaillit des ténèbres et forme plusieurs torrents qui inondent de vie les premières vallées. À ce stade de son existence, la rivière héberge déjà quelques habitants. Ces eaux froides abritent un étrange amphibien extrêmement discret que l'on ne trouve qu'ici. Malgré sa relative nonchalance, le procte des Pyrénées force le respect. Il a cohabité avec les derniers dinosaures, il y a 70 millions d'années. Mais la découverte de son existence remonte seulement à 3 décennies. C'est en longeant les berges pour y observer le procte que j'ai rencontré Marie-Claude, un matin d'été. Cet artiste peintre aime parler de son amour pour sa rivière où cohabitent de nombreux animaux, tous plus extraordinaires les uns que les autres. J'adore venir dessiner au bord de la rivière.
parce que je fais beaucoup de dessins animaliers et il y a beaucoup d'animaux qui vivent au bord de la rivière. Donc c'est vraiment l'endroit où je peux avoir des chances de les voir aussi. Et puis je suis dans leur milieu. J'ai toute une série de dessins d'animaux qui sont faits de nuit, sous la lune, au bord de la rivière. J'aime beaucoup dessiner les animaux en action de nuit, parce qu'en fait, la nuit, il se passe énormément de choses avec eux et personne ne le voit. Et donc, ça nous permet un petit peu de connaître un peu mieux l'animal. La loutre, par exemple, elle ondule, elle joue, elle fait des cabrioles, elle chasse évidemment, puisqu'elle chasse de nuit. Et très peu d'humains sont debout la nuit pour la voir. J'ai beaucoup travaillé sur le décement des Pyrénées, puisque je vis dans les Pyrénées. Le décement, c'est vraiment un animal extrêmement difficile à voir. Surtout au niveau des détails, c'est très compliqué. Je ne sais pas toujours trop situer l'œil parce que quand on le voit passer, il est extrêmement rapide et puis on voit une boule de poil avec son grand nez en trompette. J'ai vraiment eu envie de le dessiner parce que c'est pas commun du tout et très peu de gens le connaissent. À l'opposé de la nonchalance de Leproct, j'aime imaginer l'hyperactivité du décement. Ce rat-trompette que Marie-Claude m'a fait découvrir est épatant. Quelques recherches à son sujet m'ont appris que plus de la moitié de son aire de répartition a chuté en 20 ans seulement. Si l'on n'y prend pas garde, ce petit insectivore devenu vulnérable entrera dans la catégorie des espèces en voie de disparition. Plus à l'ouest, du côté de Bayonne, un tout autre animal, grand voyageur celui-ci, progresse en eau saumâtre. Ce saumon quitte l'océan Atlantique et s'engage dans le fleuve Adour. Il arrive de la mer de Norvège. Désormais, il n'a plus qu'une obsession, remonter le lit de la rivière jusqu'à l'endroit qu'il a vu naître. Le saumon d'Atlantique, jusqu'alors de couleur lingot d'argent, voit sa robe changer progressivement. Une transformation physiologique s'opère. Une déformation physique, notamment de la mâchoire, l'empêche même de se nourrir. Dans le gave d'Oloron, les saumons se rassemblent au plus profond des fosses. Ils attendent le bon moment pour se reproduire. J'ai rencontré Fabrice qui, les pieds dans l'eau, prenait la mouche. Sa pratique de la pêche est pour lui un art de vivre. Cette rivière, c'est la rivière où quasiment je suis né. Je suis né à Oloron et je n'ai jamais pu quitter mon pays. Malgré que je puisse aller essayer de tenter ma chance à l'étranger sur des rivières soi-disant plus prestigieuses, je reviens toujours ici de par la beauté du cadre, de par la puissance et la difficulté d'attraper ces poissons sur cette rivière-là. Il faut que je revienne ici le plus souvent possible pour me ressourcer. Oui, je crois que je peux le dire. Je crois que c'est la rivière de mes rêves, même si elle fut, d'après ce que tous les anciens ont pu me raconter, bien mieux que ce qu'elle est maintenant. C'est la seule rivière à saumon de France où on peut pêcher encore des beaux poissons de printemps. C'est des poissons qui vont rentrer en rivière à partir du mois de février, mars, jusqu'à juin. C'est des poissons qui font entre 4 et 6 kilos. Et c'est ce qui fait le charme de pouvoir être confronté à des poissons de belle taille.
Je vais souvent l'hiver continuer ma quête du saumon entre guillemets, mais d'une manière différente. Je vais très souvent les observer sur les frayères. Les frayères sont les lieux de ponte où les femelles déposent leurs œufs et les mâles libèrent leur laitance lors de leur expulsion. Avec le courant, les œufs se logent parmi les graviers déplacés à coups de queue par la femelle. En cette saison hivernale, tous les salmonidés sont en période de reproduction, qu'il s'agisse des saumons ou de ces truites. Tous s'affairent sur les nids et tout est bon pour stimuler sa partenaire. Aux aguets, certains opportunistes gobent les œufs à peine expulsés. Mais il est un chapardeur qui, pour l'occasion, n'hésite pas à franchir le miroir. Pour le simple plongeur, au menu d'aujourd'hui, œufs de saumon. Il donne l'impression de voler sous l'eau. Voleur, nageur, ce drôle d'oiseau est un gourmet. Après s'être reproduit, la plupart des saumons meurent. À la différence de son cousin du Pacifique, notre saumon d'Atlantique effectue parfois une nouvelle migration, mais c'est exceptionnel. Le roi des poissons est mort, vive le roi. La relève semble assurée. Les œufs ont passé tout l'hiver enfouis dans le gravier, oxygénés par le courant régulier. Au mois d'avril, les alevins sont désormais trop à l'étroit. Durant un mois et demi, ils resteront à l'abri des prédateurs, bien cachés dans les graviers. Ils se nourriront du contenu de leur poche vitelline. Les jeunes saumons, les tacons, attendront 1 an pour atteindre une trentaine de centimètres et rejoindre l'océan Atlantique. Ils passeront 1 à 3 années en mer avant de revenir se reproduire. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour continuer la mienne, celle de ma rivière idyllique, je pars en direction de la Sorgue, une rivière du Vaucluse. Elle est un terrain de jeu idéal pour un explorateur spécialisé en eau douce. Yannick capte la vie dans des paysages subaquatiques féeriques, dignes de la rivière de mes rêves.
Au départ, j'étais animateur nature. J'intervenais donc dans les écoles pour sensibiliser les enfants à la richesse des rivières. Et il me manquait des supports pour leur montrer un petit peu les poissons et ce qu'on pouvait trouver dans nos eaux douces. Alors j'ai décidé de plonger moi-même et d'aller réaliser ces images-là dans différentes rivières de France pour avoir un maximum de poissons. Finalement, c'était tellement magnifique que la passion m'a complètement emporté et que je suis devenu photographe subaquatique professionnel et spécialisé dans les eaux douces. Alors, parmi tous les poissons qu'on peut trouver dans nos rivières, il y en a un que j'aime particulièrement et qui s'appelle l'ombre commun. L'ombre commun a cette particularité que le mâle a une grande nageoire dorsale qu'on dit en étendard et qui est bleutée. Et tout le jeu de la plongée, c'est d'arriver, parce que cette nageoire est recourbée sur le dos de l'animal, et tout le jeu, c'est d'arriver à capter l'instant où dans le courant, ou lorsqu'il se tourne et qu'il pivote et qu'il virevolte, hop, la nageoire se lève et arriver à photographier cet instant-là. Et pourquoi pas, hein, avec les rayons du soleil en arrière-plan qui illuminent le poisson. Une rencontre incroyable, c'est le castor. C'est un animal qui fait peut-être 35 kilos, hein, qui est très impressionnant. Et là, il m'arrive dessus. Et puis au dernier moment, au dernier instant, à peut-être 20 cm de mon masque, il a plongé. Puis il m'est quasiment passé dessous. Et là, aucun sentiment de peur, juste de l'émerveillement, de la surprise. Et ensuite, j'ai pu le suivre et nager quelques minutes avec lui. On oublie tout à ce moment-là, hein. Là j'oublie même la force du courant puisque j'arrive à remonter le courant avec le castor. J'oublie même bien souvent à ce moment-là de faire des photos. Et je vis vraiment ce moment-là avec cet animal incroyable qui est quand même finalement très rare à approcher comme ça de jour. C'est un moment qu'on n'oublie pas, il y a des moments marquants dans une vie et celui-là en fait partie. Si l'animal est relativement discret, les indices de sa présence sont plus faciles à observer. Le castor aime tailler les troncs d'arbres comme des crayons. C'est sa signature. Il est le plus gros rongeur d'Europe. Au premier regard, on le confond souvent avec le ragondin qui, lui, se différencie par ses longues moustaches blanches. Naguère très répandu dans notre pays, le castor d'Europe a failli disparaître en raison de notre avidité. Sa chair et sa fourrure étaient très appréciées. Des primes pour sa destruction étaient même distribuées. À tel point qu'au début du XXe siècle, l'espèce était considérée comme éteinte en France. Désormais protégée, sa population est maintenant en expansion. L'animal réintègre les cours d'eau où il était naturellement présent. Un exemple qui me redonne confiance en notre capacité à réparer nos erreurs passées, en notre capacité à raviver l'harmonie de nos cours d'eau, trop souvent dépouillés de vie animale. En plongeant avec Yannick, j'ai découvert un monde subaquatique fantastique et la vie qui en découle. Je sais maintenant que nos rivières sont encore féeriques, habitées de créatures et de paysages magiques. Nous, les humains, sommes de ces êtres. Nous vivons volontiers sur ces rives pour en tirer tous les avantages. Eau, ressources alimentaires, navigation et plaisir. Qui peut croire que nous pourrions nous en passer ?
Il s'agit d'un milieu fragile, où survivre est une lutte permanente, où comme en équilibre, chaque être vivant est suspendu au fil de son destin. Vivre ou mourir, sans restriction, sans filtre, dans l'expression la plus limpide du rythme de la vie naturelle. Ce monde silencieux n'a rien à envier à celui des mers et des océans. La diversité subtile des lumières qui jouent sur les herbiers et les êtres qui le peuplent comble toutes les attentes de ma curiosité. Il ne me reste qu'un silence émerveillé en réponse possible à ce monde spectaculaire. Promettant de revenir, je laisse Yannick dans sa Sorgue natale pour rejoindre le Limousin et le plateau de Millevaches. J'ai rencontré Stéphane, chaussures de marche aux pieds et sac au dos. Le regard toujours fixé sur les berges des ruisseaux, il traque les moindres petits indices. J'ai rencontré pour la première fois la loutre malgré moi en fait. J'étais pisciculteur, j'élevais des truites et ce qui s'est passé, je m'y attendais vraiment pas. On peut s'attendre qu'avec la colère que je pouvais avoir du fait de me faire manger mon poisson, qui était mon gagne-pain, que j'aurais pu vraiment en vouloir à ces loutres. Et puis un jour, j'entends ces sifflements au milieu de la nuit et je sors. Et là est arrivée une chose qui a un peu changé ma vie, un tout petit loutron. Alors moi j'étais sur un rocher au milieu de la rivière et ce petit loutron est venu poser ses deux pattes au bout de mes bottes et m'a regardé. Et là cet échange de regards m'a transpercé. Et depuis ce jour-là, la loutre, c'est comme viscéral. Je me suis fait prendre au piège. Je suis tombé amoureux de cet animal. J'ai protégé ma pisciculture à l'époque. Et j'ai continué ensuite à aller voir les loutres, non plus pour m'en défendre, mais par passion. Parce que c'est un animal passionnant. Et quand on suit la loutre, on apprend également à comprendre un peu mieux sa rivière. J'étais amoureux de ma rivière. Je le suis encore plus depuis que j'ai côtoyé les loutres. Aujourd'hui, je suis plus pisciculteur. Je travaille pour les piscicultures puisque je cherche des solutions pour les protéger comme moi je l'ai fait de la prédation de la loutre. Mais par contre, je n'ai pas quitté ma rivière. Parce qu'il y a les loutres, parce que la rivière est belle, parce que je fais tout pour la protéger. Et mon rêve, aujourd'hui, ça serait que tout le monde comprenne ça, que tout le monde soit respectueux de cette rivière. La rivière de mes rêves, c'est forcément une rivière où il y a des loutres. C'est le côté qui me fait rêver. Quand je vois une rivière, c'est voilà, me dire la loutre y est-elle et je me mets alors souvent à chercher les indices que je peux trouver au sol. Les indices de présence, ce sont les épreintes, c'est-à-dire les crottes de loutre, ce sont les empreintes qui, elles, permettent également de bien différencier l'animal d'une autre espèce.
au-delà du fait de dire « Ah oui, il y a bien une loutre qui est passée par là », j'essaye d'en savoir plus. Et c'est là également qu'un jeu, une sorte de jeu s'installe, où l'idée est de comprendre ce qu'elle a fait. Juste avec les indices de présence, se dire que c'est une loutre qui a des petits, ou pas. Se dire que cette loutre, tiens, elle est partie furtivement, c'est une empreinte dérapée. Ah, peut-être qu'un renard l'a dérangée. C'est tout ça, c'est reconstituer ce qui a pu se passer durant la nuit ou au moment où la loutre était là. Ça, c'est ce qui est très très sympa dans la recherche des indices de présence. Goupil l'opportuniste observe. La loutre vient d'apporter un poisson à ses loutrons. La renarde remonte la trace odorante, bien décidée à chaparder l'objet de leur gourmandise. Elle a aussi des petits à nourrir. Cette fois, les loutrons ont été plus rapides. Et c'est le ventre bien rempli qu'ils se baignent avec l'insouciance de leur jeunesse. Ils resteront une petite année avec leur mère, puis chercheront un bout de rivière disponible pour s'y installer. Le plateau de Mille Vaches était autrefois appelé le plateau aux 1000 sources. Sur ces étendues, les brumes matinales sont fréquentes et parent de leur voile féerique ces paysages magnifiques. Ces prairies humides me rapprochent un peu plus de la rivière où je suis né. Un retour aux sources. Pour prolonger la rivière de mes rêves, je décide donc d'aller fouler les berges de la Gartempe dans le département de la Vienne. Les prairies inondées durant l'hiver explosent de couleur pourpre en ce début du printemps. Les fritillères pintades se dressent sur leurs tiges telles des sentinelles. Elles me rappellent une histoire que ma grand-mère me racontait. Celle d'une fleur blanche, délicate danseuse étoile au cœur d'un ballet de clochettes. Elle me disait qu'il n'y en avait qu'une et m'a fait promettre de ne surtout pas l'accueillir, si toutefois je la voyais. Je pensais qu'elle fabulait. Je l'ai cherchée pendant des années. Un jour, enfin. Mais peut-être n'était-ce que mon imagination.
Après 3-4 ans passés dans l'eau, la larve remonte le long d'une tige pour se métamorphoser. En s'extirpant de son enveloppe appelée exuvie, la libellule abandonne son ex-vie aquatique pour aller flirter avec les airs. Elle n'a jamais été aussi vulnérable que lors de cette transformation. La libellule doit être patiente et attendre que ses ailes soient sèches et se rigidifient pour prendre enfin son premier envol. Trahie par un coup de vent insolent, cette libellule ne rejoindra jamais l'éther si longtemps espéré. Il est de ces personnes qui, durant toute leur vie, s'émerveillent de ce que la nature leur offre. Jack est de cela. Il a choisi de vivre sur la rivière et de redonner vie à un ancien moulin endormi. J'ai fréquenté les rivières très jeune et c'était l'endroit où je me sentais bien. Je m'éloignais du monde. Et quand je suis arrivé ici, j'ai senti que c'était l'endroit où il fallait que je reste. Tout ça parce que j'ai communié d'emblée avec les îles, avec l'eau, avec la nature. Et ce bonheur est intact aujourd'hui. Ce site est magique, la preuve, c'est que j'y ai découvert des espèces que je ne connaissais pas, et en particulier la lamproie, qui vient se reproduire dans les eaux de la Gartempe et qui, une fois son acte de vie accompli, meurt et on la voit arriver au fil de l'eau dans ces moments difficiles. Et c'est un moment triste et en même temps, c'est le moment de redonner la vie. J'ai mesuré à ce moment-là tout ce que la rivière comportait de mystères que j'ignorais encore. Comme le saumon, la lamproie marine a traversé l'océan Atlantique pour remonter la rivière qu'il a vue naître. Mais la lamproie n'est pas un poisson, et contrairement aux apparences avec sa bouche ventouse, elle n'appartient pas non plus à la famille des sangsues. Inlassablement, caillou après caillou, ce couple construit un nid d'1 mètre de diamètre environ. Mâle et femelle entassent soigneusement les précieux matériaux en aval du nid pour qu'ils puissent accueillir leurs œufs au moment de la ponte. Malgré son aspect peu esthétique, comment rester insensible face à un animal qui représente le niveau le plus primitif des vertébrés ? Ces mystères sont complétés le jour où on m'a dit que les castors étaient arrivés. Et effectivement, on a pu constater qu'ils étaient arrivés à la fois par l'amont et par l'aval. Ce qui est curieux, ils ont trouvé un point de rencontre autour des îles, du moulin. Attendons les loutres, espérons qu'elles reviendront aussi.
Dans cet endroit magique, tout est possible, donc je suis là, je les attends. Les oiseaux tiennent une grande place dans ce site. Et en particulier pour moi, le pêcheur, mes amis, les martins pêcheurs, que je retrouvais chaque année. Le site de leur nid devait se trouver un peu en aval de mon coup de pêche. Et je les voyais passer dans la journée, dans leurs allers-retours fréquents, jusqu'à un moment même qui a été magique. Un des martins pêcheurs s'est même posé sur ma canne à pêche et je suis resté quelques secondes avec ce petit oiseau à 2 mètres de moi, de mes yeux. C'est des instants brefs, mais qui, 40 ans plus tard, sont restés intacts dans ma mémoire. Et tous les ans, je les retrouve, cette année encore, ils sont là. Nourris par leurs parents au prix d'allées et venues incessantes, les poussins quittent le nid du jour au lendemain. Ce grand saut vers l'inconnu se fait après 21 jours à compter de l'éclosion. Ils doivent très rapidement devenir autonomes pour explorer la rivière et trouver un territoire inoccupé, quitte à empiéter sur celui des guêpiers. Contrairement aux martins pêcheurs, habitants permanents de nos cours d'eau, le guêpier d'Europe ne vient en France qu'au printemps, uniquement pour se reproduire, y élever ses petits, puis il repart en Afrique à la fin de l'été. Ce virtuose de la voltige attrape toutes sortes d'insectes dont les libellules nombreuses en cette saison. La Gartempe a libéré sa longue chevelure de renoncule d'eau. Quittant à regret ses séduisantes ondulations, je décide de me diriger plus à l'ouest de cette rivière. Le Marais Poitevin, à cheval entre le département de la Vendée, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, est, paraît-il, un lieu où se côtoient mystère, légende et féerie.
Il s'agit de la deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue. La Sèvre niortaise y coule en son milieu. Nadine est écrivain par passion. Son marais natal est pour elle une source d'inspiration. Elle aime partager la poésie de ces lieux où la terre et l'eau jouent de toutes leurs forces. La rivière de mes rêves, pour moi, c'est le Marais. J'avais une dizaine d'années, je crois. Oui, à peu près, c'est ça. Et je partais avec Pépé Fernand en barque. C'était, c'était apaisant, c'était ressourçant. Et puis je découvrais vraiment quelqu'un qui aimait le Marais, qui connaissait tout un tas de techniques de pêche. Je partais dans ce Marais qui était pour moi quelque chose d'un peu étrange, un peu magique. Alors étrange parce qu'il y avait un monstre qui habitait dans le Marais, un monstre qu'on appelait le bras rouge. C'était maman qui m'avait raconté cette histoire que l'on racontait à tous les enfants à l'époque. Si on s'approchait trop près de la rivière, le bras rouge nous emporterait au fond de l'eau. Le bras rouge ne me faisait pas peur, parce que Pépé Fernand, il avait des pouvoirs magiques. Il était capable de mettre le feu sur l'eau. Alors forcément, le bras rouge, il ne pouvait pas nous atteindre. Pépé s'arrêtait et il commençait à farfouiller dans la vase. Je me demandais bien ce qu'il allait faire. Je me demandais même s'il n'allait pas, avec sa pigouille, essayer de faire sortir le monstre de l'eau, ou tout du moins de le tuer pour qu'il ne m'entraîne pas dans l'eau. En fait, il retirait des nasses dans lesquelles il avait pêché des anguilles. Et les anguilles tombaient toutes à mes pieds. On aurait dit des serpents noirs, tout visqueux, qui frétillaient autour de moi. Je les voyais partout, autour de mes pieds, mais je n'avais pas peur. Ce que j'aimais aussi, c'était quand il attrapait les grenouilles. Il approchait tout doucement, il me disait, tu vois les yeux de la guerneuil? La guerneuil, c'était la grenouille en patois. Il approchait tout doucement et hop, d'un geste très vif, il l'attrapait. Et là, il y avait des arbres qu'on appelle les têtards, qui étaient comme des petits soldats le long de la rivière. Ils avaient des trognes un peu bizarres, un peu étranges, comme des monstres, mais des monstres gentils. Je n'avais pas peur d'eux en fait. Arrivée à la maison, j'étais vraiment très fière de ma pêche. Et puis contente d'avoir passé un beau moment avec Pépé Fernand. Et puis fière de ce marais que j'aime tant, que je continue à aimer aujourd'hui encore. Un drôle d'animal vivait autrefois dans ces eaux douces. Nadine le voyait sortir de terre quand elle était petite. Est-ce aussi une de ces légendes du Marais ou bien une réalité ?
Au temps des Gallo-Romains, la cistude d'Europe était un mets très apprécié et utilisé en pharmacopée. Une maladie très contagieuse à cette époque semble avoir eu raison de cette tortue d'eau douce dans le marais poitevin. Aujourd'hui, les populations de cistudes paraissent insuffisantes pour assurer en ces lieux la perpétuité de l'espèce. L'idée que plus aucune tortue ne puisse naître dans le marais me bouleverse. Espérons que, comme ce qui a été fait pour de nombreux habitants de la rivière, une volonté de réintroduction fasse que cet animal ne devienne pas une légende de plus. La Sèvre niortaise poursuit sa descente. Des ouvrages sont là pour maintenir ou relâcher l'eau au sein du marais en fonction des besoins. Elles sont nées dans les profondeurs de la mer des Sargasses, au nord des Antilles. 7000 km de voyage pour se retrouver bloquées devant ces géants de béton. Cette civelle d'un demi-gramme n'a d'autre choix que de quitter l'eau pour franchir l'obstacle. Devant tant d'efforts et de ténacité, j'imagine à quel point l'appel du marais est plus fort que tout. Dans les eaux sombres du marais, l'anguille va grandir. La civelle devient au fil des années une anguille jaune, puis argentée. C'est au bout d'une douzaine d'années qu'elle redescendra la Sèvre niortaise et retraversera l'Atlantique afin de se reproduire à son tour. Autrefois abondante dans le marais poitevin, l'anguille d'Europe est aujourd'hui classée en danger critique d'extinction. Son déclin est mondial. Je mesure alors à quel point vouloir préserver son petit bout de rivière nécessite aussi de protéger la planète dans sa globalité. À l'image de l'anguille, de la lamproie ou du saumon, ce qui se passe à des milliers de kilomètres se répercute directement dans nos rivières et inversement. Désormais, la pente est plus douce. La Sèvre niortaise se prend pour une anguille et commence alors à vibrer au rythme des marées. La rivière de mes rêves se fait fleuve et prend de la largeur. L'estuaire de la baie de l'Aiguillon exprime toute sa beauté. Pour quelque temps encore, l'eau douce devenue saumâtre s'attarde pour une dernière caresse à ses rivages. Irrémédiablement, elle s'unit aux eaux océanes. Ici se termine son aventure. Pendant des siècles, elle a creusé un chemin tortueux pour réaliser son long voyage. Elle a traversé de nombreuses contrées où elle a participé à l'éclosion de la vie de beaucoup d'espèces. Chaque goutte d'eau pourrait nous raconter cette histoire. Je sais bien que cette rivière idyllique est née de mon imagination. Si elle y retourne, j'atteste aussi que tous les êtres qui l'habitaient, eux, sont bien réels. L'enfant que j'étais l'a rêvé. L'adulte que je suis devenu veut toujours y croire. Mes rencontres le long de cette rivière me redonnent espoir. Avec ces hommes et ces femmes qui ont su me transmettre l'amour qu'ils ont pour leur rivière,
je mesure à quel point nous ne sommes que des passeurs et que nous devons préserver cette richesse. Nous savons tous que nos cours d'eau sont précieux. Ils sont plus que jamais fragiles. Et si nous n'y prenons pas garde, ils ne resteront que des souvenirs habités de regrets, une source de vie tarie. Les cours d'eau sont essentiels à notre survie. Ils sont inscrits au plus profond de notre ADN. Le temps est venu de les respecter, de nous respecter. La rivière de mes rêves alors deviendra réalité.